Merci déjà à tous d'être venus. C'est très sympa. C'est un exercice assez inhabituel parce que je vois des étudiants, des collègues, des ex-collègues, biologistes ou non biologistes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une découverte qu'on a faite au labo, une découverte assez étonnante, qui nous a beaucoup, on va dire, accaparé, excité dans l'équipe. Donc je vais essayer de partager ça avec vous. Je parle aujourd'hui au nom de toute une équipe, hein. C'est un vrai travail d'équipe. Donc je vais rester le plus simple possible, vu la diversité du public. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il n'y a pas de problème. On va essayer de... Les étudiants qui me connaissent savent que c'est toujours informel avec moi. Donc, pour une fois, j'ai les diapos. Pour une fois. Bon. Donc voilà. C'est une grande première pour moi. Voilà. Bon, alors, donc aujourd'hui, je vous parle d'une découverte que j'ai appelée de manière un peu provocante les gènes volants. Et donc c'est le titre qu'on a donné au communiqué de presse du CNRS. En fait, je vais vous parler de transferts horizontaux. Avant ça, je vais vous présenter quelques diapos d'introduction, en fait, qui me servent à recadrer ce travail dans un contexte plus général, on va dire. Tout commence, et ça c'est quelques diapos spéciales pour mes étudiants que je torture en génétique, donc je les ai mises à une ou deux diapos. Donc tout commence avec la génétique, tout commence avec Mendel et les petits pois, il y a 150 ans. Puis avec Morgan sur les drosophiles, Morgan qui a apporté un vrai essor à la discipline de la génétique, avec ses drosophiles et ses yeux blancs et ses ailes recourbées, ce qui doit rappeler des choses à certains. Puis à la découverte de la structure de l'ADN, il y a 60 ans. Puis, et ça c'est Watson, je fais bien de ne pas utiliser de diapo, parce que d'habitude dans mes cours, parce qu'on voit mal. Hein. Mais bon, bref. Et d'un monsieur ici qui a inventé les méthodes de séquençage de l'ADN, qui a été vraiment le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le séquençage. C'est monsieur Sanger. Et puis aujourd'hui, on en est au génome. Aujourd'hui, on en est à la génomique. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est de la génomique. Tout ce travail utilise des outils de la génomique très moderne, comme vous allez vous en rendre compte. Aujourd'hui, on a plus de 900 génomes séquencés. Des génomes de plantes, d'animaux, de champignons, avec bien sûr le génome humain, mais plein de plantes, plein de bestioles, qu'on mange ou qu'on ne mange pas d'ailleurs. Tout ça, c'est séquencé. J'appelle ça la révolution de la génomique parce que jamais dans l'histoire des sciences, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, je crois qu'une discipline a autant bénéficié de développement technologique. Même pas en informatique, je pense. Je vais vous l'illustrer comme ça. Le génome humain, il a été publié en 2004. On a tous entendu parler de la publication du génome humain. Ça a pris 13 ans. Le projet génome humain a pris 13 ans, a coûté 3,7 milliards de dollars. C'était publié en 2004. En 2014, 10 ans plus tard, en janvier, la société Illumina a annoncé qu'on pouvait désormais séquencer un génome humain pour 1 000 $, c'est-à-dire à peu près 700 €, et en 48 heures. C'est ça le développement technologique. Donc aujourd'hui, on parle de génomique personnelle chez l'homme. Vous pouvez vous faire séquencer votre génome pour 700 $, 700 €. On fait de la génomique du cancer. Il y a des choses exceptionnelles aujourd'hui qui se font. Quand vous avez un cancer, vous pouvez vous faire séquencer votre tumeur et on va vous donner des chimiothérapies, des chimios qui sont adaptés au type de cancer que vous avez. Il y a des réels progrès qui sont réalisés grâce à ça. Ça ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes. Donc quand je vous dis que vous pouvez faire séquencer votre génome, vous pouvez, pour, je vous dis, à peu près 1 000 $, avoir votre génotype pour la plupart des gènes de prédisposition au cancer, les gènes de la surdité, ce qui me concerne particulièrement, des gènes de cardiopathie, etc. Ce qui ne va pas sans poser beaucoup de problèmes au niveau éthique, bien évidemment, puisque le cadre légal est assez flou finalement de ce qu'on va faire avec ces données-là. Ce que vous allez faire avec ces données-là, si vous apprenez que vous avez des gènes de prédisposition à une maladie très grave, c'est pas évident de le gérer. En fait, c'est des questions sociétales, ça pose des questions, c'est des avancées qui posent des questions sociétales assez évidentes.
et qu'il est urgent de discuter, je pense. Et puis on ne s'arrête pas là. On a passé à la vitesse supérieure en termes de séquençage génomique. Aujourd'hui, on ne séquence plus un génome pour une espèce. On ne parle pas du génome humain, mais on parle des 10 000, 100 000 génomes humains qui sont en train d'être séquencés. Donc, c'est les populations aujourd'hui qu'on peut séquencer à des coûts raisonnables. Et ça ouvre de nouvelles perspectives à la génomique. Bon, là, j'arrête. Parce qu'en fait, une séquence génomique, c'est ça. C'est une espèce de charabia de 4 lettres en un seul mot, par chromosome. Et bien sûr, le défi de la génomique, c'est de comprendre ce qu'il y a là-dedans. Ici, ça peut très bien être un gène de prédisposition au cancer. Ça peut très bien être un gène qui permettrait à une plante de résister à la sécheresse ou à des températures élevées. Et le but, le défi majeur des biologistes aujourd'hui, des génomiciens, mais je dirais, on peut dire des biologistes aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est bien de comprendre ce qu'il y a derrière ces séquences et comment ces séquences fonctionnent. Alors nous, très modestement, on participe un peu à ça. Donc quand on est génomicien, qu'on travaille sur les plantes, les animaux ou l'homme, eh bien c'est ça qu'on fait. On essaie de comprendre ce qu'il y a derrière ce charabia à 4 lettres. Je vais vous parler essentiellement aujourd'hui de plantes. Alors chez les plantes, à peu près tout ce qui est dans votre assiette a été séquencé. Quasiment tout, sauf le blé qui est encore trop compliqué, et sauf le cannabis. Ça, c'est autre chose. Donc, on a aujourd'hui 50 espèces dont on dispose de la séquence génomique. Alors, j'ai quelques diapos un peu introductifs, un peu conceptuels, mais bon, pour les non-biologistes, j'espère que ça passera bien. La découverte principale de la génomique, c'est que les génomes sont complexes. Enfin, on le savait déjà un peu avant, mais ce que cette diapo montre, c'est une diagonale qui part du bas à gauche en haut à droite. Pourquoi ça monte? Parce que la taille du génome augmente. La taille de la petite espèce Arabidopsis thaliana, qui est notre bestiole de laboratoire pour les biologistes végétalistes, a 135 millions de bases. On parle en mégabases quand on mesure la taille d'un génome. Le riz, 400 mégabases, la vigne, 430, le soja, 1000, et puis le maïs, qui est le plus gros génome de plantes séquencé jusqu'à présent. C'est pas tout à fait vrai, mais bon... il y en a un plus gros maintenant, mais c'est 2500 mégabases. En rouge, je représente le pourcentage de gènes. Le pourcentage de gènes, c'est 90, c'est un petit génome, et puis ce n'est plus que 5% chez le maïs. Donc la découverte majeure, c'est qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre la taille du génome, le nombre de nucléotides dans un génome, et la complexité biologique. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas plus de complexité dans une plante de maïs que dans une plante de riz. Et l'autre découverte majeure, c'est qu'on a compris ce qu'il y avait d'autre. Ce qu'il y avait à côté de ces gènes, c'est ce qu'on appelle les éléments transposables. Alors, qu'est-ce que c'est que des éléments transposables? C'est des séquences d'ADN capables de se déplacer dans le génome. Ils ont été découverts par une grande généticienne qui s'appelle Barbara McClintock au milieu du XXe siècle, qui simplement, en observant du maïs, a découvert ces éléments transposables. Bien avant qu'on découvre la structure de l'ADN. Enfin, presque en même temps. Comment ça marche? Le maïs, en fait, si je vous demande quelle couleur est le maïs, les grains de maïs, quelles couleurs sont les grains de maïs, vous allez me dire jaune. En fait, la vérité, c'est que les maïs sauvages dont ils sont issus ont des grains pourpres. Pourquoi ils ont des grains pourpres? Parce qu'il y a un gène qu'on appelle le gène bronze, BZ, qui fabrique un pigment pourpre. Ce qui se passe, c'est que dans certaines plantes, il y a un transposon, donc un élément transposable, qui s'est inséré et qui inactive ce gène, ce qui fait que le gène ne marche plus. Donc les grains, ils sont plus pourpres, ils sont jaunes ou blancs. Il se trouve que quand on a domestiqué le maïs d'il y a 10 000 ans, on a retenu cette forme-là. C'est pour ça que le maïs qu'on mange aujourd'hui, il est jaune, mais il aurait très bien pu être violet, pourpre. Hein, c'est le hasard. Peut-être que les premiers agriculteurs, il y a 10 000 ans, ont préféré des grains jaunes aux grains rouges. Ça, on ne le saura pas. Bien, le génome du maïs, comme le génome de l'homme, même taille, même nombre de gènes, en fait, contiennent plus de 90% d'éléments transposables. C'est ça la grosse découverte de la génomique, c'est que les génomes se complexifient, ils augmentent de taille, ou ils diminuent de taille aussi, mais ils se complexifient en rajoutant ou en enlevant des éléments transposables. Le nombre de gènes est remarquablement constant. D'accord ? Il faut 30 000 gènes à peu près pour fabriquer un homme ou un épi de maïs. Même chose.
Alors, c'est la dernière diapo un peu ennuyeuse, après on parle d'évolution. Alors, ça c'est juste, ça sort très mal, je suis désolé. Donc je vais vous parler de rétrotransposon, qui est un type d'élément transposable particulier, mais peu importe. On ne va pas rentrer dans les détails. Je vous montre cette diapo qui raconte le cycle de vie d'un rétrotransposon. Un rétrotransposon, donc c'est une séquence, ce n'est pas un gène. On va discuter après de ce que c'est qu'un gène et ce que c'est qu'un non-gène, mais c'est un bout d'ADN qui vit dans le noyau et qui, à un moment donné, va en sortir pour se multiplier dans une structure un peu spéciale dans la cellule et hop, se réinsérer. Bref, ça n'a rien à voir avec un gène. Rien à voir avec un gène. Alors là, je m'arrête et on va parler de... je vais vous mettre à contribution un peu. 90% d'éléments transposables. On va imaginer que l'amphi ici, c'est un génome humain. OK ? Vous êtes tous ou bien des gènes ou bien des éléments transposables. Alors, pour savoir qui est qui c'est qui a un nom qui commence par A? Levez la main. B. Continuez, continuez. C. D. Stop. A, B, C, D, vous êtes des gènes. C'est à peu près 10%, je crois. Donc, ceux qui ont levé la main sont des gènes. Ça veut dire que vous servez à quelque chose. J'ai mis cette photo de cuisine. Les autres servent à rien. Mais je vous dis, ceci ne sert à rien. J'ai mis cette photo de cuisine, je prends l'analogie avec une recette de cuisine. En fait, les gènes, c'est des recettes de cuisine. Vous, ceux qui ont levé la main, c'est vous les recettes de cuisine qui servent à fabriquer un cerveau, un foie, des reins, ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez. Ce qui est nécessaire à fabriquer un corps humain. D'accord? C'est vous les gènes. Les autres, là, levez la main. Ceux qui sont, voilà. Donc, vous servez à rien. En fait, vous êtes aussi des recettes de cuisine, mais c'est des recettes de cuisine qui n'ont absolument rien à faire dans un corps humain. Je ne sais pas ce que ça va être, des rouskis à l'oignon ou des boudins au Nutella, ce que vous voulez. Enfin, ça n'a aucun sens pour fabriquer un corps humain. Alors, maintenant, on va parler un peu d'évolution. Imaginez un génome humain. Oui, tu peux. Non, les ingrédients, c'est les composés chimiques qui vont être associés et transformés par les enzymes. Ah, c'est mon... Bon alors, je reviens à ma cuisine. Pour qu'une cellule humaine fonctionne bien, il faut que tous ceux qui ont levé la main fonctionnent bien. Et il faut bien évidemment que tous ceux qui n'ont pas levé la main, c'est-à-dire ceux qui sont des éléments transposables, oui, vous êtes des éléments transposables, je vais vous demander un petit effort de vous mettre à la place d'un élément transposable. Bon, je sais que ce n'est pas évident, mais bon. Ceux-là, ils n'ont pas intérêt à raconter leur histoire de recettes de cuisine complètement farfelues, n'est-ce pas? Sinon, le restaurant va devenir tout et n'importe quoi et on va perdre tous nos clients. En fait, la nature étant bien faite, la plupart de ces recettes de cuisine bizarres ne sont jamais fabriquées. En fait, vous tous qui n'avez pas levé la main, je vais vous maintenir sous silence. Je ne vais garder que ceux qui font des vraies recettes de cuisine qui servent à fabriquer le corps humain. Et ça se fait par deux choses. La première, c'est en vous bâillonnant, ceux qui n'ont pas levé la main. C'est ce qu'on appelle la méthylation. C'est le silencing, d'accord? Pieds et mains liés, plus un bâillon pour être sûr que vous ne ferez jamais n'importe quoi dans ma cuisine. Et puis les sirénas, je ne sais pas, c'est des petits lutins qui sont là, qui n'arrêtent pas de vous empêcher de faire, une fois que vous préparez un truc, voilà, ils vont enlever le sel, voilà, bon. Les sirénas, c'est des petits ARN qui inactivent en fait les éléments transposés. Donc la nature est bien faite. Bon, enfin, si la nature est si bien faite que ça, on a un problème. Parce que si les éléments transposables sont toujours maintenus sous silence, et l'analogie, je peux la continuer, c'est-à-dire que vous êtes cuisinier d'éléments transposables, si je vous empêche de faire votre cuisine pendant des années, en fait des millions d'années, vous allez très vite oublier comment vous faisiez vos recettes bizarres de rouski à l'oignon, je ne sais pas quoi. Vous allez dégénérer, n'est-ce pas? C'est comme un joueur de piano qui ne pratique pas le piano pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, il ne sait plus faire de piano. C'est la mutation et c'est l'évolution naturelle des choses, de l'ADN. Donc ça pose un problème. Donc si c'est comme ça, si la nature est aussi bien faite, c'est que si vous tous, là, je vous empêche de vous exprimer, vous tous les éléments transposables, vous aurez bien compris que les gènes sont ultra minoritaires ici. Si je vous empêche de vous exprimer, alors vous allez disparaître.
Mais alors comment ça se fait qu'on en trouve partout? Comment ça se fait qu'il n'y a quasiment aucun être vivant, plante ou animal, qui n'ait pas d'éléments transposables? Et de là est née la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui. On a fait l'hypothèse, pas nous, quand je dis nous, c'est la communauté, qu'en fait, ces éléments transposables, donc vous tous, avant de mourir, avant de disparaître, puisque vous ne pouvez pas survivre ici, chez moi, vous pouvez vous échapper et aller faire votre vie ailleurs. Ailleurs, ça veut dire dans un génome différent, d'une espèce différente. Et c'est l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse des transferts horizontaux. Donc la vie d'un génome, c'est comme ça. Je la schématise par ce schéma un peu compliqué, mais les pics, c'est l'activité des éléments transposables. Voilà. Vous avez un élément transposable qui arrive, il se multiplie, tout de suite on dit hop, 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 tais-toi, arrête, je le bâillonne, je l'éteins, il meurt. Puis il y en a un autre qui ne s'est pas du tout sorti, voilà. Et puis la question, c'est au bout d'un moment, comment on a un nouvel élément qui arrive? Par transfert horizontal. C'est comme si maintenant, là, alors que vous êtes tous très sages, il n'y a personne en fait qui parle, tout le monde est bien bâillonné, s'il y avait un nouvel élément qui arrivait et qui commençait à crier, se multiplier, s'asseoir partout, vous déplacer, etc. C'est comme ça qu'il peut survivre, jusqu'à ce qu'il soit bâillonné et maintenu sous silence. Oui. Bon, bien sûr, ces transferts horizontaux, c'est purement demeuré purement hypothétique. Non pas qu'on n'en connaisse pas, en fait, on en connaissait certains. Il y a des cas, surtout chez les animaux, des cas de transferts horizontaux qui ont été mis en évidence. Alors, souvent dans le système hôte parasite, puisque bon, un parasite, ça vit très près de son hôte, donc voilà, on comprend comment ça peut se passer. Bon. Même s'il n'y a pas d'évidence directe, hein, je parle sous contrôle de mes collègues du labo de ZEI, mais bon, chez les plantes, on ne connaissait pas. Et nous, on a trouvé un cas de transfert chez les plantes. C'était Anne Roulin, qui était une thésarde dans l'équipe, il y a quelques années. Je dois avouer que c'était un petit peu par hasard, même si on commençait à réfléchir à ce problème de transfert horizontaux. Et c'est un élément qu'on va appeler route 66 qui a été transféré entre en fait, la canne à sucre et le riz. Et puis ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là que même si on avait derrière la tête qu'il faudrait bien reprendre cette histoire de transfert horizontaux, on ne voyait pas trop comment le faire. On ne voyait pas trop comment le faire parce que c'est en fait, alors là on ne voit vraiment plus rien du tout, c'est en fait assez compliqué de faire ça. Il a fallu attendre qu'on ait d'abord un étudiant en thèse très brillant, qui est Moïn El-Baidouri, qui est maintenant postdoc aux États-Unis, qui est plein d'idées, et plein de génomes séquencés. En fait, 45 génomes séquencés. Quand on a eu ces 45 génomes séquencés de plantes, alors je suis désolé, on ne les voit pas, je vais vous aider à les lire, ça va de la banane à la tomate, le haricot, le palmier, enfin il y a toutes les espèces séquencées dont je vous ai parlé tout à l'heure. La première idée, ça a été de dire, voilà, on va prendre tous ces génomes, puis informatiquement, bio-informatiquement, on va les comparer entre eux. En fait, c'est ce que j'ai dit au journaliste l'autre jour qui est venu m'interviewer. Je dis, voilà, on apprend à lire, on apprend à nos programmes à lire le langage de chacune des espèces. Et l'analogie, c'est le langage. Par exemple, je prends l'anglais, je prends le français. L'anglais et le français ont une racine commune, d'accord? Ce sont toutes les deux des langues indo-européennes. Vous êtes capable, si vous ouvrez un livre, vous êtes capable de reconnaître que c'est du français ou si c'est de l'anglais, n'est-ce pas? Et si vous lisez un livre en français et que vous voyez le mot week-end dedans, vous savez très bien que c'est un mot qui a été emprunté à l'anglais. Oui, parce que vous savez lire l'anglais. C'est exactement la même chose. Donc on a appris nos programmes à lire les génomes, à reconnaître que c'était du langage de palmier, et dans ce langage de palmier, reconnaître des mots d'une autre espèce, de tomates, de chercher des mots d'autres langages. Ceci dit, le faire avec tous les génomes, c'était impossible. En fait, ça demande des calculs. On avait estimé le temps de calcul à 2 ans. Même si on a une très grosse machine ici à l'UPVD, on a un très très gros serveur, l'un des plus gros en France dédié à la génomique. C'était impossible. Jusqu'à ce que Moïne arrive, et Moïne a dit, non, on prend le problème du mauvais côté. En fait, ce qu'on va faire, puisqu'on sait, notre hypothèse, c'est que c'est les éléments transposables qui sautent d'une espèce à l'autre, concentrons-nous sur les éléments transposables. Et c'est ce qu'il a fait. J'avoue que je n'y croyais pas vraiment, vous voyez, comme quoi, bon. Mais il m'a montré qu'il avait raison, et en fait, il avait raison. Il a commencé par récupérer tous les rétrotransposons, tous les éléments transposables de ces espèces. Il les a tous mis dans un même sac.
Donc ça, c'est la bioinformatique. Il a pris les 45 génomes et les a réduits, chaque génome, à ces éléments transposés. Première étape. Deuxième étape, il les a triés selon leur ressemblance par famille. D'accord? Triés par famille selon leur ressemblance. Par exemple, ici, c'est une famille numéro 1 qui est une famille de clémentine. Ici, c'est une famille de, je ne sais plus comment on appelle ça, columbine en anglais. Ici, une famille de raisins. Ici, une famille de peupliers. Jusqu'ici, ça va. Très bien, ça se fait informatiquement. C'est un peu comme le langage. Hein. Franchement, l'analogie est claire. Et puis, de temps en temps, il a trouvé une famille, des familles qui avaient des éléments qui appartenaient à la clémentine et d'autres à la vigne. Et ça, pour nous, c'était une signature de transfert horizontal, parce qu'il n'y avait aucune raison que ces éléments se trouvent dans deux génomes différents. Ou alors que le mot week-end se trouve dans un livre en français, et ça, c'était un emprunt très récent, donc c'était un transfert très récent. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a répété à l'échelle de toutes les espèces. Et une fois qu'on en a trouvé un, alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait peut-être un peu fastidieux. Simplement, pour ceux qui sont un peu plus spécialistes, les autres, restez avec moi quand même, c'est une histoire, c'est de l'évolution. Donc en fait, tout repose sur le degré d'identité entre ces séquences. Quand vous avez un gène qui est super important pour une espèce, d'accord? Si je regarde son évolution, au moment où cette espèce ancêtre se sépare entre deux espèces, ça va rester le même gène, puisque ce gène est important. Ma recette de cuisine de tout à l'heure, d'accord? C'est la même. Néanmoins, ça change quand même. Il y a quelques modifications qui sont des mutations, qui est un processus tout à fait naturel. Néanmoins, le message reste pareil. On sait toujours faire du soufflé au fromage dans les deux espèces, même si ce n'est pas exactement les mêmes termes. Donc il y a la divergence naturelle entre les gènes, c'est ça l'évolution. Par contre, nos éléments, là, ils sont très, très, très ressemblants. Plus de 94% d'identité. C'est vraiment le même langage. Mais bien sûr, la critique principale à ce travail, c'est de dire, oui, mais tu es gentil, tu nous dis 94%, c'est un transfert horizontal, mais prouve-le. Pourquoi ce n'est pas simplement des séquences qui évoluent doucement, lentement, comme les gènes? Eh bien, donc, OK, on a regardé les gènes. Et là, ici, vous avez un travail de masse, de prendre tous les gènes de toutes ces espèces, et on les a comparés 2 à 2. Et ça, c'est la distribution. Vous voyez les ressemblances. Malheureusement, je suis désolé, la qualité est tellement mauvaise. Les gènes, ils se ressemblent entre la vigne et la clémentine à peu près à entre 70 et 75% en moyenne. C'est-à-dire que l'évolution a fabriqué des différences, a fait que les gènes ont accumulé des différences. Les recettes de cuisine continuent à être des bonnes recettes de cuisine, mais elles se ressemblent en mots près seulement à 75%. Alors que notre élément là, eh bien notre élément, lui, il reste ressemblant à plus de 94%. C'était ça, la signature pour nous du transfert horizontal. On a bien sûr validé ces données. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette diapo, c'est juste pour vous montrer qu'on a fait une validation expérimentale dans l'équipe. Pourquoi? Vu la masse de données de séquences qu'il y a aujourd'hui dans les bases de données, le risque est grand qu'il y ait des pollutions, des problèmes d'étiquetage, des séquences de maïs qui sont en fait des séquences de tomates, ou des séquences de palmiers qui sont en fait des séquences de souris, n'est-ce pas? Vu la masse de données, on parle de millions de nucléotides qui sont déposés très régulièrement. Il y avait un risque très grand en fait, qu'on raconte n'importe quoi, qu'on ait simplement découvert des erreurs dans les bases de données. Donc il a fallu absolument valider expérimentalement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un peuplier du campus, pas loin de chez Jean, en face du bâtiment U, il y a un peuplier qui pousse, j'ai pris une feuille, j'ai extrait l'ADN. En venant au travail, je me suis arrêté près d'un verger de pêcher. J'ai pris des feuilles de pêcher. Je suis allé dans une jardinerie, j'ai pris de tout ce que je pouvais pu trouver volontairement, des accessions lambda, on va dire, de l'espèce. Par contre, je savais bien sûr que c'était du pêcher et du peuplier, quand même. Bon. Et j'ai extrait l'ADN, on a extrait l'ADN, on a validé, on a amplifié, on a séquencé, et voilà, ça c'est la séquence. Hop, hop. Voilà, ça c'est des séquences d'ADN. Vous voyez, il y a 4 couleurs, une couleur par nucléotide. Et ça, c'est la vigne qui vient des bases de données, le génome que vous trouvez sur les bases de données. Voilà, code couleur. La vigne que j'ai ramassée en chemin en allant au travail, dans une vigne près de Toulouse, même couleur, c'est bien de la vigne, c'est bien l'élément est bien là. La clémentine,
qui est dans la base de données, et une clémentine que j'ai pris à Auchan. Voilà. C'est bien la même chose. Et on valide comme ça, et on a validé. Et on a demandé à des collègues américains de valider 2 fois, pour être sûr, puisque c'était un résultat assez intéressant, enfin assez surprenant. Donc pour convaincre la communauté scientifique, il faut toujours dupliquer les expériences. Et donc nos collègues américains ont dupliqué ces mêmes validations. Donc on peut affirmer avec certitude qu'on a bien trouvé des transferts horizontaux. Bon. Alors voilà, dommage. Mais donc ça, c'est un transfert entre la vigne et la clémentine. Eh bien, en tout, on a trouvé 32 des transferts comme ça. 32. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Enfin, je ne sais pas si 45 espèces, à partir de 45 génomes séquencés, 45 espèces, on trouve 32 transferts. Moi, ça m'a paru énorme. Je vais vous dire pourquoi ça m'a paru énorme, parce que quand on a trouvé un par hasard, je pensais que j'avais eu de la chance, le 1er août 66. Et puis c'est vrai que je dois avouer que c'était un peu stupide, parce que je me suis dit, tiens, j'ai eu de la chance d'en trouver un. Et en fait, quand on sait bien, quand on connaît un peu les choses, on sait très bien qu'on en trouve un, c'est qu'en fait c'est super fréquent. Hein, la probabilité de gagner au loto, elle est faible, on est d'accord. C'est impossible de gagner au loto, hein, oui. Quasiment impossible. Par contre, moi, donc en fait, j'aurais dû tout de suite sauter sur le premier résultat de Route 66 en me disant, mais je viens de découvrir un truc extraordinaire. On a trouvé que les 30... Mais non, je n'ai pas percuté. En fait, c'est sur mes 45 génomes que j'ai trouvé 32 transferts. Effectivement, c'est un phénomène qui est très, très fréquent. Alors, sur 45 génomes, 32, ça vous dit peut-être rien. Mais on a essayé d'estimer, donc, le nombre de transferts dans toutes les plantes, en se disant que l'échantillon qu'on avait est un échantillon, l'échantillon de 45 génomes, est un échantillon représentatif de toute la diversité des plantes à fleurs. Donc voilà, ça c'est une matrice triangulaire, puisque quand on a 45 génomes, ben on fait 45 fois 44 divisé par 2, c'est-à-dire 703 comparaisons. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Avec 45 génomes, on a 700 comparaisons. Avec donc 13 500 genres de plantes à fleurs, il y a 13 500 genres, eh bien, on a 91 millions de comparaisons. Et puisqu'on avait 3,5% de comparaisons positives, on arrive à une estimation de plus de 2 millions de transferts. Je dis les choses simplement, on a affiné un petit peu les choses, mais je resterai sur ce chiffre-là. Plus de 2 millions de transferts. Vous vous rendez compte, au cours des 2 millions d'années écoulées, il y a eu plus de 2 millions de transferts horizontaux entre les plantes à fleurs. Transferts horizontaux, c'est-à-dire d'échanges, j'aurais peut-être dû commencer par là, d'échanges de l'ADN entre espèces qui ne se reproduisent pas, bien évidemment. Alors, bon déjà, ce résultat pour nous, il est important, il est très surprenant parce que ça casse un dogme. Le dogme, c'est le dogme, un des dogmes fondamentaux. Oui. On parlera du mécanisme après. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas du tout le mécanisme. On a des pistes, mais pour l'instant, c'est purement spéculatif. C'est-à-dire, ou bien, on peut en parler maintenant, un champignon qui infecte une plante, qui infecte plusieurs espèces, d'accord, en infectant, ou un insecte qui se nourrit sur une plante et qui peut transférer comme ça de l'ADN entre deux espèces. Ça peut être simplement de l'ADN qui traîne dans le sol, qui est assimilé. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être des croisements distants. On ne sait pas encore, mais c'est la prochaine étape du travail, d'essayer de comprendre le mécanisme. En tout cas, pour nous, cette découverte, elle allait dans le sens de notre hypothèse de travail, c'est-à-dire qu'on peut-être on a découvert le moyen de survie de nos éléments transposables. La communauté, je dirais au sens large, trouve le résultat surprenant, bien sûr, en se disant, mon Dieu, si les plantes commencent à s'échanger des gènes, la plupart des gens ne font pas le distinguo entre gènes et éléments transposables, bien sûr, mais si les plantes commencent à s'échanger des gènes dans tous les sens, quid des OGM, du risque de dissémination d'OGM, attention, on n'a absolument pas montré ça. Moi, on a parlé d'éléments transposables, nous on est très satisfaits de ce travail parce qu'on a avancé d'un point de vue théorique sur notre compréhension de l'évolution des génomes. On n'a absolument pas montré que les OGM pouvaient s'échapper dans les champs. Bon, mais l'information commence à être reprise dans ce sens-là. Voilà, Sciences et Avenir est en train de faire un petit billet d'abord sur Internet
et puis qui sera imprimé dans le prochain numéro de Sciences et Avenir, où bien sûr ils parlent, voilà, ils finissent le petit billet en disant quid des OGM, même si c'est pas du tout, tendancieux. Bon, de manière plus intéressante, et je vais finir là-dessus, la grosse question, et je suis content que Claude Combe soit là, parce qu'on a déjà discuté, la grosse question dans l'évolution, c'est la nouveauté biologique. Comment crée-t-on de la nouveauté? Et à l'ère de la biologie moléculaire, où aujourd'hui tous les paradigmes sont moléculaires, on se pose la question de quelles sont les bases moléculaires de la nouveauté biologique. Comment on peut fabriquer une aile d'oiseau? Comment les êtres vivants ont colonisé les surfaces terrestres? Toutes ces nouveautés biologiques qui font que le monde vivant se diversifie et évolue. Et ça, c'est la grosse question des scientifiques qui s'intéressent à l'évolution moléculaire, comme moi. On sait très bien que ce n'est pas en changeant un T par un C dans un gène qu'on va fabriquer une aile d'oiseau. On sait très bien que ce sont des changements beaucoup plus profonds, beaucoup plus massifs dans le génome, d'accord? Mais on ne comprend pas comment c'est possible. Alors la piste, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse beaucoup aujourd'hui à ces éléments transposables, ces espèces de phénomènes d'amplification génomique, là, ces éléments qui viennent on ne sait pas où et qui tout d'un coup s'amplifient dans un génome et qui commencent à embêter les recettes de cuisine en s'asseyant à côté de la recette du soufflé au fromage en lui disant « vas-y, rajoute un petit peu de poivre » ou « vas-y, rajoute des olives » ou je ne sais pas quoi. On pense que ça peut avoir, en fait, c'est un processus qui est essentiel à la vie et à l'évolution. En 2011, c'est dommage, on ne voit pas, mais je vous ai fait un snapshot d'une première page d'un article paru dans Nature Genetics. En 2011, il y a un groupe a présenté ses recherches qui expliquent, des résultats qui expliquent l'apparition du placenta chez les mammifères, qui est reconnu comme étant une étape essentielle dans l'évolution des mammifères. Tu es d'accord? Et il commence le résumé en disant un défi fondamental en biologie, c'est d'expliquer l'origine de la nouveauté phénotypique. Et eux disent qu'ils ont trouvé d'où vient le placenta. En fait, le placenta, ça commence par une histoire de transposon, exactement de ce dont je vous parle depuis une demi-heure maintenant, 40 minutes. Ici, vous avez un mini-arbre phylogénétique avec un mammifère, là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais en faisant une étude génomique globale, encore une fois, c'est une approche génomique, hein, on embrasse tout le génome d'un coup et tous les gènes d'un coup. Ils ont montré en fait qu'un transposon a d'abord envahi le génome de l'ancêtre des mammifères, c'est un transposon qui s'appelle MER20, que cette insertion de MER20, mais ces insertions de MER20 et cette amplification génomique, hein, qui est vraiment significative, plusieurs centaines, plusieurs milliers de copies, elle a conduit à perturber les recettes de cuisine, les gènes, d'accord? Peut-être ça s'est très mal passé dans plein d'individus des populations, mais chez certains individus, ça a conduit à quoi? À modifier l'expression de gènes de développement et de faire apparaître des placentas. C'est un peu simpliste ce que je dis, ça a sûrement dû être un peu plus compliqué que ça, mais bon. Ça a conduit à la mise en place d'un placenta qui, vous me l'accorderez, est une vraie nouveauté biologique. D'accord? Une grossesse placentaire. Donc cette nouveauté a été sélectionnée, donne naissance à la lignée évolutive des mammifères. Voilà un scénario évolutif partiellement démontré, puisqu'on a la séquence du génome de plein de mammifères, donc c'est grâce à ces séquences de génome, de génomique comparative qu'on a pu l'établir. Voilà une nouveauté essentielle à l'évolution des mammifères, qui a été permise par une amplification d'éléments transposables. Il y a d'autres exemples dans la littérature. Je voulais finir l'exposé en vous parlant de cet exemple-là, puisque finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de reconstituer le scénario et en comprenant la dynamique des éléments transposables, comment ils peuvent survivre, comment ils peuvent arriver dans un génome et créer un foutoir, on va dire, transcriptionnel, ils peuvent créer la nouveauté en modifiant non pas un gène, une base, un nucléotide, mais des milliers et des milliers de gènes d'un seul coup, reprogrammer entièrement les gènes d'un génome et ainsi créer la nouveauté. Voilà, ça c'est l'équipe. Alors il n'y a pas Moïne, il était déjà parti quand on a pris la photo. Voilà, et
tous les gens que certains d'entre vous connaissent déjà. Il y a la photo là. Et je vous remercie.